La partie ne fait que commencer pour l'industrie du jeu vidéo en Afrique. Le nombre de joueurs a plus que doublé ces dernières années, mais le potentiel inexploité de ce marché reste immense. Beaucoup s'attendent donc à le voir exploser dans les prochaines années avec la multiplication de contenus produits sur le continent. Nous, par exemple, en Afrique du Sud, on a 11 langues différentes. Chacune d'elles est liée à une culture, à une histoire particulière. En partant de ça, pour développer un jeu, ça permet de créer beaucoup de contenus nouveaux, jusqu'ici encore très peu explorés. En effet, jusqu'ici, l'immense majorité des jeux vidéo proviennent des États-Unis, d'Europe et du Japon. Mais un virage est en train de s'amorcer, c'est la conviction des professionnels africains du secteur qui étaient réunis en février au Cap pour la 4e édition de l'Africa Games Week. Beaucoup d'éditeurs viennent ici et veulent du contenu développé en Afrique. C'est une énorme opportunité. C'est un peu le meilleur moment pour créer des jeux ou pour essayer de se lancer dans l'industrie vidéo parce que nous nous attendons à un pic de croissance dans les années à venir. Bridée par des infrastructures et un réseau parfois défaillant, l'Afrique a pris beaucoup de retard qu'elle commence à rattraper grâce à un accès à Internet devenu plus facile et à des prix plus abordables. Et s'il en est un qui est dans les starting blocks pour conquérir ce nouveau marché, c'est bien Teddy Kosoko. Depuis 2018, ce jeune centrafricain crée des jeux inspirés par l'histoire africaine. Pour moi, l'avenir de toute cette industrie, et même plus, c'est en Afrique. Voilà, on a un Eldorado il y a quelques siècles. Il y a eu la ruée vers l'or aux États-Unis où il y a plein de gens qui allaient chercher l'or aux États-Unis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique, c'est le continent où il est en train de se passer cette ruée vers l'or. Et il faut être les premiers dessus. Venu à 18 ans en France pour étudier l'informatique et la gestion, Teddy Kosoko a fondé un studio à Toulouse qui compte aujourd'hui 8 employés. Grâce aux jeux développés par le Maseka Game Studio, vous pouvez entrer dans la peau du chef de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, de la chanteuse sud-africaine engagée Myriam Makeba ou encore dans celle de George Weah, le Ballon d'Or devenu président du Libéria. L'ambition militante est clairement affichée, valoriser la culture africaine en jouant avec ses héros. On doit apprendre aux jeunes à s'aimer, à se valoriser. Il y a un problème énorme par rapport à ça. Et pour nous, tout ça, c'est au cœur de nos créations. On veut vraiment que les gens déconstruisent tout ce qu'on leur a mis dans la tête, qui sont pas beaux, qui servent à rien. Même si ses premiers résultats sont bons, le Maseka Game Studio est évidemment encore loin derrière les poids lourds du secteur, mais il espère rentrer un jour dans la cour des grands grâce à un large développement sur le marché africain. Il s'apprête à ouvrir une filiale au Sénégal. Vu du ciel, le constat est implacable. Dans l'estuaire où le fleuve Sabaki rejoint l'océan Indien, une vaste étendue brunâtre parsemée de souches de palétuviers. C'est tout ce qu'il reste ici de la mangrove, cette forêt typique du littoral des régions tropicales. Pendant des décennies, les communautés locales ont puisé dans les richesses naturelles offertes par le 2e plus grand fleuve du Kenya, au point aujourd'hui de ne plus reconnaître leur région. Le paysage a changé. Autrefois, nous avions une immense forêt avec des animaux sauvages, comme des éléphants ou des singes. Le bois des palétuviers a été massivement utilisé pour soutenir l'essor rapide des villes voisines et les eaux du Sabaki ont également subi une exploitation incontrôlée. En utilisant des moustiquaires, les pêcheurs ont piégé jusqu'à la plus petite des espèces marines. La densité de population est déjà très élevée et la quantité de ressources qui ont déjà été extraites par la pêche, le défrichement de la végétation, la coupe du bois pour le chauffage ou pour la construction, etc., tout cela fait que nous sommes déjà dans un déficit environnemental de l'écosystème. Pour tenter de combler ce déficit, des habitants se mobilisent depuis quelques années pour redonner vie à l'estuaire meurtri. Ils ont déjà replanté des dizaines de milliers de palétuviers et petit à petit, la forêt renaît. Le monde change beaucoup.
Mais pour les mangroves, leur capacité à rebondir et à revenir coloniser les zones qu'elles occupaient dans le passé est plutôt encourageante. Chaque mangrove sauvée est une grande victoire pour la planète, car les atouts environnementaux de ces forêts sont considérables. Leurs arbres peuvent absorber 5 fois plus de carbone que les forêts terrestres, et elles agissent aussi comme une barrière contre les tempêtes, contre l'érosion et la montée du niveau de la mer. Et selon l'ONU, les protéger coûte 1000 fois moins cher au kilomètre que de construire des digues. Sans compter que, contrairement aux digues, les mangroves ont un potentiel touristique. Celle de Sabaki attire ainsi des visiteurs venus notamment observer les hippopotames qui ont fait leur réapparition depuis qu'elle est sur la voie de la guérison. Sur le marché de Kindouti, pas grand monde devant les huttes en paille et pas grand-chose sur les étals. Dans cette commune proche de Nsele, dans la grande banlieue de Kinshasa, on ne parle pas encore de famine, mais 3 habitants sur 4 ont du mal à trouver de quoi se nourrir en quantité suffisante. Il n'y a pas de ferme ici. Il n'y a plus de forêt. Nos champs sont dévastés par des rongeurs qui mangent nos patates. On n'a pas les moyens de faire de bonnes récoltes. C'est tout ça qui explique que des gens ont faim dans le village. Élisée, elle fait partie de ceux qui s'en sortent encore grâce à sa petite gargote. Et quand la pandémie de Covid-19 a porté un coup rude à ses affaires, elle a bénéficié d'une aide du PAM, le Programme alimentaire mondial. Elle a ainsi pu sauver son commerce et payer l'école de ses 5 enfants. Ici à Nsele, on est dans une situation où on est à un pas de ce précipice de la faim, et c'est justement la raison pour laquelle le Programme alimentaire mondial fait ce genre de projet, où nous avons 4000 ménages que nous allons accompagner pendant 2 ans. L'objectif est de permettre aux habitants de s'autonomiser, de développer une activité source de revenus. Mission accomplie avec ce pêcheur qui a investi une partie de l'aide touchée. Le Programme alimentaire mondial a été un vrai soutien dans mon travail. Ça m'a beaucoup aidé. C'est comme ça que j'ai pu acheter des alevins. Dans un pays dont l'économie déjà très fragile a été mise à mal par la pandémie, le PAM estime à près de 27 millions le nombre de personnes en situation de crise ou d'urgence alimentaire. 27 millions, c'est 1/4 de la population de la République démocratique du Congo.